Bonjour tout le monde, merci beaucoup Dr Siam Mizrak pour cette invitation. Donc sans trop tarder, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'implantation des ICL dans les puissances faibles et modérées des amétropies, surtout de la myopie et de l'astigmatisme. Je n'ai pas d'intérêt financier dans cette présentation. Bon, on sait tous que l'ICS, c'est une chirurgie additive qui actuellement dépasse les 4 millions d'implants injectés dans le monde et qui se passe dans la majorité des cas sous anesthésie topique. C'est une technique qui est réversible, qui est relativement safe. Donc, comment on sélectionne les patients pour une chirurgie réfractive ICL? Souvent, c'est des amétropies fortes. Donc, quand on parle ICL, des implants forts, c'est souvent, on a dans la tête des myopies très fortes. Mais on peut les faire aussi pour des amétropies qui sont assez faibles et moyennes quand on ne peut pas faire les techniques au laser. Donc, quand j'ai une contre-indication au LASIK ou à la PKR, c'est un choix aussi qui se discute. Aussi dans le kératocone. Donc, quand on prend en charge le kératocone, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique quand on a des faibles high order et quand on a déjà régularisé la cornée. Les limites de cette technique, c'est que je ne les fais pas chez les patients de moins de 21 ans et les patients d'au-delà de 45 ans. Une chambre antérieure doit dépasser les 2,8. Une microscopie spéculaire qui est bonne, pas de glaucome, pas d'uvéite, pas d'anomalie zonulaire, j'en examine bien la périphérie. Je ne les utilise pas chez les patients monophtalmes et certaines pathologies rétiniennes. Donc je prends souvent, quand j'ai des problèmes de rétine, un avis d'un rétinologue. Il y a aussi les contre-indications iriennes, les iris plateaux, les kystes. C'est pour ça qu'on fait l'UBM. Et bien sûr, chez les patients qui ne sont pas réalistes sur le résultat de ce type de chirurgie. Donc aussi, l'évaluation psychologique est extrêmement importante. On le sait en chirurgie réfractive, un patient qui est un type A ou qui a une personnalité un peu particulière, il faut éviter ce type de chirurgie chez eux. Donc l'examen clinique complet, la cycloplégie, systématiquement chez les malades qui n'ont pas de kératocone. On se base aussi sur les anciennes lunettes, la réfraction subjective, etc. Je mets des toriques quand je dépasse 1,5 dioptrie. Et aussi chez les patients qui approchent la quarantaine, je fais très attention à la vision de près. Donc les examens paracliniques, on fait un examen complet de c'est une chirurgie réfractive, on doit être sûr que l'œil est relativement normal. Donc une topographie cornéenne, OT segment antérieur, un UBM, je fais systématiquement, OCT de rétine, microscopie spéculaire, une biométrie où je prépare mon implant de cataracte. Toujours, j'ai ma biométrie de cataracte qui est à côté si je blesse le prestala. Donc ça je détaille un petit peu, je le fais par MS39 où j'ai la profondeur de chambre, ça m'aide aussi à calculer le white to white. La profondeur de chambre, attention à certains tomographes, par exemple ici vous avez un pentacam, le Scheimpflug qui me donne une chambre manquée à 2,6 et je refais avec l'OCT qui est beaucoup plus précis, j'ai 2,8 où je peux opérer le patient. Donc si on a un Scheimpflug, attention, refaites avec un OCT, vous pouvez passer d'une contre-indication à une indication chez un patient. Donc le segment antérieur, il faut bien l'analyser, la microscopie spéculaire, l'UBM, le sizing, j'utilise un ensemble d'éléments avec le compas et avec deux méthodes d'imagerie, la MS39 et l'IOL Master, et j'essaie un petit peu de trouver la moyenne, et souvent je sous-estime un petit peu, je préfère un hypovolting qu'un hypervolting. Alors à la fin je fais ma fiche de ma chirurgie et de mon choix d'implant. Et avant, on avait ce calculateur qui maintenant a évolué vers un nouveau calculateur, un calculateur Stella. Et c'est avec ça qu'on va rentrer tous les éléments, chambre antérieure, etc. Et la réfraction finale à utiliser. Je vérifie mes implants moi-même. À chaque fois que je reçois mes implants, je les vérifie un à un moi-même et je les signe. Parce que parfois, il y a des erreurs lors de la livraison. J'ai déjà eu une erreur. C'est pour cela que chaque implant, je revérifie ma fiche de calcul et mes implants un à un, je les signe avant d'aller au bloc opératoire. L'anesthésie, en général, je la fais tout topique, sauf quelques patients qui sont un peu stressés. On peut le faire sur masque laryngé. Et ça dépend aussi des habitudes des chirurgiens. Donc c'est une technique que tout chirurgien de cataracte peut faire. La courbe d'apprentissage n'est pas très longue. Donc une incision de 3,2 en temporal. Donc l'injection, je vais vous montrer une vidéo. Ça c'est le schéma d'un implant torique. Donc on nous fournit le schéma, on va placer l'implant parfois à l'horizontale, parfois on va le décaler de 10, 12, 13 degrés par rapport à l'horizontale pour traiter notre cylindre. Ça c'est une petite vidéo
vidéo-chirurgicale. En général, la firme, elle nous demande d'injecter, d'inciser en temporal, c'est ce que je fais aussi. Soit on se positionne du côté temporal, moi je me positionne derrière le malade, mais je fais mon incision en temporal. On nous demande de faire 2 parasynthèses. Au début, j'ai commencé par faire ça, puis ensuite une seule parasynthèse. Actuellement, je ne fais plus de parasynthèse. Une incision. On peut soit faire de 3.2 et on rentre juste l'injecteur juste à l'entrée de la berge et on injecte. Si on est débutant, on peut aller élargir à 3.4 et rentrer la cartouche à l'intérieur et injecter doucement. La technique, c'est qu'il faut injecter doucement. On injecte d'abord la moitié de l'implant, il faut qu'il se déploie, il faut que le trou distal soit à droite et puis on injecte la suite de l'implant. On le positionne, j'utilise aucun instrument autre que la canule du visqueux parce que ça me permet une protection. Quand je rentre, parfois en faisant vite, on est sous l'implant et on va aller disséquer la capsule antérieure. Donc quand on met la canule visqueuse, on injecte en parallèle et ça éloigne la capsule. À ce moment-là, on sait qu'on est derrière l'implant, on se repositionne devant l'implant et on le plaque derrière sur la cristalline antérieure. Et puis on met chaque patte dans le sulcus. Et le lavage, on peut le faire manuellement. Personnellement, je le fais avec la canule de Phaco. Voilà. Donc, je ne mets jamais de suture, de l'hydrodissection. Parfois, des petites astuces, quand il y a l'incision assez grande et j'ai l'iris qui sort, je mets un tout petit peu de visqueux à l'entrée de la berge. C'est une viscosuture, mais je ne mets pas de point. Voilà. Donc le suivi, automatiquement le lendemain quand on revoit le patient, on va mesurer le Voltine. C'est extrêmement important de mesurer la pression intraoculaire et on donne le numéro de téléphone des urgences. On a 24/24, si le patient a une douleur ou quoi que ce soit, il faut qu'il contacte parce que notre hantise c'est l'hypertonie post-opératoire. Et bien sûr le volt le lendemain, il faut qu'il soit dans la normale entre 250 et 750. On peut tolérer jusqu'à 100 microns. On a remarqué que les hypovoltines ne donneraient pas autant de cataracte qu'on le croyait. La réfraction, le lendemain, souvent les patients sont ravis. Si vous utilisez de la pilocarpine, attention, il peut y avoir des spasmes d'accommodation, ça peut donner de la fausse myopie. Donc, si vous avez de la myopie le lendemain, attention, ça peut être juste l'effet de la pilo. Et dilatez vos malades, mettez un petit cycloplégion et ça pourrait vous donner la vraie réfraction. Donc quelques cas cliniques, voilà, ça sera des petits cas de petite myopie, de -3, -4. Le plus petit implant ICL que j'ai posé, c'est -1,50. Et j'en ai mis assez. 1,50, -2. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des cornées très fines, 420, 430. Pas forcément des kératocones, ou bien dans un protocole de traitement de kératocone, eh ben, on fait le bilan, c'est ce que je fais comme bilan, la topographie, je passe rapidement ces segments antérieurs, la pupillographie, attention sur les pupilles trop larges, ça pourrait donner des halos. Alors spéculaire, biométrie, tout, je passe rapidement sur les différentes. Regardez ici, juste là sur la diapo qui précède, j'ai une épaisseur à 450, je ne peux pas faire de laser sur ça. J'ai perdu la l'écran ici. Voilà, c'est bon. Alors voilà, les deuxième cas, donc c'est -6, je passe rapidement aussi. Donc tout ça pour montrer le nombre d'examens qu'on fait avant cette chirurgie. Il faut éviter le glaucome, prendre la photo de la rétine, voir l'excavation parce qu'on va devoir surveiller ces patients plus tard. Alors, le bilan orthotique préopératoire aussi, on le fait systématiquement. Fiche d'évaluation psychologique pour chaque malade de chirurgie réfractive, voir le type de personnalité, le type de tolérance, d'insatisfaction des patients avant de les opérer, les tests à la de contact. Et voilà, donc les patients en général post-opérateurs sont très ravis des résultats. C'est aussi bon qu'un résultat de l'ASIP ou de lenticule ou de PKR, mais avec un résultat hyper rapide. Donc le jour même, les patients commencent à voir, ils peuvent retrouver leur activité le lendemain. Alors là aussi, c'est des cas, donc je passe rapidement, c'est juste des petits cas cliniques pour ne pas prendre le temps sur mes collègues. Et voilà, donc toujours, c'est le même bilan exhaustif détaillé. Ça, c'est notre petite vidéo. Voilà, donc toujours, je fais une seule incision. Mais il est recommandé pour quelqu'un qui débute de faire d'autres petites incisions. Pourquoi? Pour pouvoir remplir, parfois quand on injecte au début, il y a le visqueux qui sort et l'implant ne trouve pas d'espace pour se déployer. Quand on a une parasynthèse, on peut rajouter du visqueux au milieu du parcours de chirurgie.
Voilà, donc c'est différents cas qui sont. Donc, quelles sont les complications possibles? Augmentation de la pression intraoculaire, la cataracte. Alors, la pression intraoculaire, souvent on a des petites hypertonies qui sont dues soit à un visque qui est resté, soit à la corticothérapie qu'on donne en post-opératoire. Les cas, il faut faire attention à l'hypervolting quand on a des volts qui sont extrêmes élevés, il faut explanter. La cataracte, j'en ai eu sur pratiquement 1600 implants posés, j'en ai eu 2 cas de cataracte, mes propres cataractes, donc c'est très peu cataractogène. Les cils endothéliales, j'en ai jamais perdu, j'en ai perdu sur un seul cas où j'ai mal opéré, où j'ai mis l'implant à l'envers, j'ai essayé de l'inverser à l'intérieur, mais en général il n'y a pas d'éperdition endothéliale, parce que je fais des spéculaires systématiquement post-opératoires. Donc la rotation dans les toriques, oui, ça existe. Souvent, c'est des implants de petite taille. Si on a une rotation, il ne faudra pas le retourner, il faudra le changer ou bien faire un peu de laser sur la cornée. L'infection, l'inflammation, j'en ai jamais eu, mais l'inflammation, oui. J'ai quelques cas de tasse. Et en général, ça se finit par se résorber avec le traitement médical. Décollement de rétine, j'en ai eu, mais récemment, j'ai eu un cas où le patient a eu décollement de rétine 2 jours avant la chirurgie DCL. Donc, heureusement que ce n'était pas finalement dû à. Parce qu'avant la chirurgie DCL, on fait un barrage. À chaque petite lésion, on fait un barrage au laser. Moi, je pense que parfois, c'est des coïncidences parce que c'est des blocs forts. Donc, ça, c'est de faible amétropie, c'est-à-dire de moins 1 et quelques jusqu'à moins 6. Donc, 65 yeux qu'on a étudiés sur cette étude. Et alors, la comparaison avec, ça représente un petit peu 6% de l'ensemble de chirurgie d'ICL que je pose. Et ça représente aussi des indications chez les patients. Je n'ai pas peur de dire à un patient de moins 2, je vais vous faire un ICL, c'est parce qu'il a une contre-indication. Et récemment, j'ai eu des patients qui viennent, docteur, je veux un ICL, j'ai entendu que c'est une opération qui est réversible. J'ai eu deux patients la semaine dernière, moins 4, docteur, je ne veux pas de laser, je veux l'ICL. Et bien, s'ils sont éligibles, je vais leur faire des ICL. Donc les résultats, ils sont très bons. Donc pour l'idée, l'objectif de cette présentation, c'est ICL ne veut pas dire forte amétropie, ça peut dire aussi chirurgie pour les faibles amétropies, parce que c'est une chirurgie qui n'est pas pourvoyeuse de plus de complications que la chirurgie au laser. Donc augmentation bien entendu importante de l'acuité visuelle. Parfois l'acuité visuelle dépasse l'acuité avec les lunettes, surtout quand la myopie est un peu forte. Donc que de bons résultats. Voilà, il y a assez de littérature sur ce type de chirurgie avec des faibles amétropies. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Rifai. Merci, c'était très bien. Tu nous encourages à. Honnêtement, je ne pense pas à mettre un ICL sur une faible amétropie. Et comme je respecte beaucoup la cornée, donc je pense que l'ICL a aussi ses avantages par rapport à la cornée. On ne touche pas à la cornée. Est-ce que vous avez des questions pour Dr. Rifai? Moi j'ai une question. Oui. C'est vrai que bravo pour votre présentation, c'était très intéressant. Je pose quand même la question du rapport bénéfice-risque. Qu'est-ce qui, par exemple, le patient que vous avez mis, il y avait moins 1, pourquoi vous n'avez pas pu faire une PKR? Alors, parfois on a des cornées à moins 1,5, c'était un kératocone. Et on a discuté avec lui la possibilité de faire soit une PKR, soit un ICL. Quand la cornée est trop fine, je préfère mettre un implant. Quand les cornées fines sont assez fréquentes au Maghreb, en Afrique du Nord, c'est assez fréquent qu'on ait des cornées à moins 500. Ouais, après, c'est sûr qu'une PKR sur une moins 1, le bout que vous allez enlever n'est pas non plus très important. Et s'il y a un risque accru, je pense qu'il faut. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi je suis glaucomatologue et c'est vrai qu'au long cours, une structure intraoculaire chez un patient jeune, bon, ils sont bien à 5 ans. La question c'est de savoir comment ils seront dans 20 ans. Est-ce qu'ils n'ont pas. On connaît à peu près le taux de cataracte sur un ICL, grosso modo c'est 1%. Mais encore faut-il les suivre suffisamment longtemps. Est-ce que sur une amétropie petite, je pense que ça va vraiment être. Ouais. Je vous l'avais bien expliqué dans le sens où vraiment que le patient soit conscient des implications futures. Alors parfois ce qui se passe, c'est que sur un kératocone, on fait déjà un traitement laser pour régulariser la cornée et pour réduire les high order aberrations. On a déjà consommé du tissu. Et on ne peut pas rajouter, par exemple, si j'ai sur un traitement PKR abéroguidé, je dois traiter 70 dioptries en incluant les moins 1,50, ben je préfère traiter 40 microns
on enlève les high order aberrations, je régularise la cornée et au lieu d'aller un peu plus profondément, je continue par un ICL. En fait, c'est ça. Parfois, c'est dans des traitements combinés. Oui, c'est vrai que quand on réfléchit kératocone, c'est une autre façon. Exactement. Ce ne sont pas des sujets, entre guillemets, sains. C'est pas le petit myope de -1. Exactement, c'est pas le petit myope. Le petit myope de -1, de toute façon, avec des lunettes ou des lentilles, ça reste une chirurgie. Le message n'est pas de banaliser aussi, c'est quand même une chirurgie. En général, même le petit myope de -1, il porte rien du tout parce qu'il est très content. Surtout à partir de 40 ans. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez vu, nous changeons de sujet à chaque